Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Thermomix. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre, car en effet, c'est bête la guerre. Merci Sherlock. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose finalement. Mais le film dont on va parler aujourd'hui, Rambo, avec Sylvester Stallone. Bon, ça fait 6 fois que j'essaye de réenregistrer cette scène en disant correctement le prénom de Stallone, et 6 fois que je n'y arrive pas. Alors que il n'y a aucune syllabe complexe dans son nom. Et je sais pas, je dois avoir des problèmes d'orthophonie, je n'arrive pas à le prononcer correctement, donc veuillez m'en excuser. Mais promis, pour le reste de cette vidéo, je vais essayer de faire un effort. Bref, ce film avec Stallone va nous montrer que la guerre, ça n'a pas que des conséquences politiques. Ce n'est pas seulement l'annexion de territoire ou des oppositions idéologiques, bonnes qu'à remplir les manuels d'histoire. C'est bien plus profond que ça. Nah, Rambo. Depuis le début, vous devez me prendre pour un petit fils de pute qui vous parle comme si on allait aborder un petit film indépendant que personne connaît et qui va changer notre vision du monde à jamais, alors que tout le monde connaît Rambo. Tout le monde sait que c'est Sylvester Stallone qui joue John Rambo. C'est un film culte du début des années 80, que beaucoup ont déjà vu d'ailleurs. Et pourtant, cette saga a une image de simple film de guerre violent et patriotique à la limite du ridicule, avec les Américains tout blancs qui se font attaquer par des méchants adversaires quelconques, asiatiques ou russes, ça dépend de l'époque où se passe le film généralement, et que Rambo sauvera en butant presque tous les opposants. Bon, je vais pas vous mentir et faire l'ancien, bien évidemment, je n'étais pas né quand les premiers Rambo sont sortis, et j'étais loin d'avoir l'âge requis quand John Rambo est sorti au cinéma. Donc, j'avais un peu ce préjugé là avant de voir le film pour la première fois. Sauf que dès le premier visionnage, j'ai compris que c'était pas du tout ça Rambo. Pour cela, faisons un rapide bond dans le temps en 1975. Salut, j'enregistre cette scénette audio après le montage de cet épisode, me faisant perdre un maximum de temps parce que je me rends compte que j'ai peut-être été un petit peu trop ambitieux sur mes compétences d'historien. Donc voilà, je tiens à préciser que je ne suis pas professeur d'AGGSP, pas du tout un diplômé de Sciences Po qui va vous sortir des informations de dingue qui rendraient jaloux votre prof d'histoire. Il risque sans doute d'y avoir des erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de pas trop m'étendre sur le sujet. Même si bon, vous en faites pas, je vais pas vous lancer des dingueries du genre que Napoléon Bonaparte a des bottes et le cul des communistes. Bon, allez, maintenant que j'ai bien niqué le watch time, on va pouvoir reprendre. Let's go. En 1954, les accords de Genève sont signés. Ces derniers reconnaissent l'indépendance du Vietnam, alors à l'époque territoire français. Cependant, le Vietnam est divisé en deux États. Le Vietnam du Nord, communiste, donc rattaché aux idées de l'URSS, et le Vietnam partageant les idées occidentales, soit les idées américaines, car après la Seconde Guerre mondiale, les Ricains sont partout. Ils ont bien profité de leur victoire pour répandre leur culture un peu partout, principalement en Occident. Cependant, de nombreux communistes vivent au Vietnam du Sud, et le gouvernement ne voit pas d'un très bon œil que des mecs partagent l'idéologie, ce qui est à toi est à moi, et à tout le monde en fait, au solde de Nikita Khrouchtchev. Bon les gars, j'ai déjà du mal à prononcer le prénom de Stallone, et vous me demandez de prononcer ça. Putain. Bon allez, j'essaye une fois, au solde de Nikita Khrouchtchev. Voilà, j'ai même pas réussi à prononcer le prénom, et en prime, j'ai craché sur mon micro. Et encore plus en pleine guerre froide, où le monde entier peut partir en couille à tout moment, si les États-Unis ou l'URSS décident de s'en prendre à l'autre. Voilà, petit rappel des cours d'histoire de 3ème, ça fait plaisir. Le gouvernement sud-vietnamien va donc devenir de plus en plus dictatorial, en particulier envers ceux qui sont un peu trop rouges à leur goût. Malheureusement, cela n'aura pas vraiment l'effet souhaité, car une révolution communiste se met en place peu à peu. Bien évidemment, soutenue par le Vietnam du Nord, qui flaire le bon coup venir pour créer un seul Vietnam entièrement communiste. Le président Johnson, sentant l'arnaque, décide de mobiliser des troupes américaines afin de soutenir son allié sud-vietnamien, de peur que ses autres alliés prennent l'exemple sur le Vietnam et deviennent 100% communistes eux aussi. Ce qui n'est pas top pour la guerre froide d'un point de vue américain. Et c'est ainsi que la guerre du Vietnam commence. Elle sera finie quand après s'être fait bien défoncer par les résistants vietnamiens, principalement à cause de leur parfaite maîtrise du terrain et des nombreux pièges naturels comme les fosses avec des pics enduits d'excréments d'animaux qui ont à eux seuls décimé une bonne partie de l'armée américaine, et sans compter le climat d'enculé. Le président Nixon, arrivé entre temps dans tout ce merdier, poussé par les nombreuses manifestations pour la paix et le retrait de l'implication de l'armée américaine au sein même de son propre pays, s'est dit « nique sa mère ».
et a commencé à rédiger des pourparlers de paix, forçant les États-Unis à se retirer de la guerre et de laisser le Sud-Vietnam se démerder avec sa révolution à la con, qui aboutira sur l'unification du Vietnam communiste en 1964. Cette guerre aura tout de même causé la perte de 3,8 millions de Vietnamiens, soit près de 8% de la population vietnamienne de l'époque, et côté américain, on compte 58 000 morts et 360 000 blessés. Fermons désormais cette parenthèse historique et tout ce bordel géopolitique avec David Morel. Professeur de français à l'université, il voit plusieurs de ses élèves partir à la guerre. Il observe au sein des soldats qui reviennent du Vietnam un problème de réinsertion au sein de la société américaine. Car entre le début et la fin de la guerre, les États-Unis sont passés d'une Amérique sous Kennedy sûre d'elle et de leurs droits à une Amérique hippie, pacifiste et qui est fermement opposée à la guerre du Vietnam et qui donc ne sont pas forcément hyper sympas vis-à-vis des soldats qui ont commis des atrocités sur place. Ainsi, Morel écrit le roman First Blood, racontant l'histoire d'un ancien béret vert de la guerre du Vietnam qui erre de ville en ville, puis se retrouve à foutre le bordel dans une petite ville. Le roman sera, comme on dit dans le milieu, un best-seller, notamment auprès des anciens soldats. Une adaptation cinématographique fut mise en chantier en 1981, réalisée par Ted Kotcheff, réalisateur de Réveil dans la terreur et l'apprentissage de Duddy Kravitz. À l'époque, de nombreux noms circulent pour jouer le rôle de John Rambo, comme la légende Clint Eastwood, Michael Douglas ou Terence Hill. Dustin Hoffman devait initialement jouer le rôle, mais refusa au dernier moment car jugeant le film trop violent. Ce qui est amusant car paradoxalement, Al Pacino refusa le rôle car il trouvait le scénario pas assez violent. Mais bon, ça c'est Alfredo. Il faut y aller fort pour le convaincre, n'est-ce pas? Finalement, le rôle ira à la perfection à Sylvester Stallone, et merde. Je sais, après le succès financier du premier Rocky, Stallone eut peu à peu un véritable coup de cœur pour son personnage, qu'il apporta lui-même ses propres modifications au scénario original. Car en effet, dans le roman, Rambo est un véritable psychopathe. Il est tourmenté par son passé, certes, mais c'est un vétéran fou qui va péter un câble après s'être fait humilier, et il va même massacrer tout ce qui lui passe sous la main. Kirk Douglas devait lui aussi être dans le film, dans le rôle du colonel Trotman, mais voulait que Rambo se suicide à la fin, ce qui se rapproche de la fin originale du livre. Mais Stallone lui dit d'aller se faire enculer, puis garda la version finale, ce qui causa le départ de Kirk. Finalement, c'est Richard Crenna qui interpréta le colonel Trotman. L'acteur romancier Gene Hackman devait jouer quant à lui le shérif Will Teasle, mais le rôle ira finalement à Brian Dennehy. Encore un nom de famille que j'ai sûrement mal prononcé. On peut également voir David Caruso, futur star des Experts à Miami, dans l'un de ses premiers rôles. Le film fut tourné en grande partie au Canada dans la province de Colombie-Britannique. D'ailleurs, sur le tournage, Stallone s'est blessé pour une cascade du film. Certes navrant pour Stallone, mais une petite aubaine pour Ted Kotcheff qui avait du coup une scène hyper réaliste. Le couteau de survie de Rambo, quant à lui, est un design utilisé pour la Seconde Guerre mondiale de base. Il mesure 35 cm et la lame a 22 cm d'épaisseur et a été conçu sur mesure pour le film. Bref, maintenant, passons au film. Le film commence d'entrée comme ça avec l'une de ses plus grandes forces, la musique. Sans déconner. Écoutez-moi ce thème principal. C'est magnifique, j'en ai déjà les larmes aux yeux. Mais bref, on découvre donc John Rambo, ancien béret vert de l'armée américaine durant la guerre du Vietnam. Ce dernier vient rendre visite à son dernier compagnon d'armes, encore en vie, dans une maison un peu perdue. On a servi sous la même arme tous les deux au Vietnam. Je sais pas si vous a parlé de moi. J'aurais une photo, là. On est ensemble tous. Quelque part. J'ai fouillé dans ma poche. Seulement... Il est mort. Mort? Cancer. Il avait ramené du Vietnam. En apprenant cela, Rambo n'a d'autre choix que de reprendre sa route, errant de ville en ville. Mais comme dans toute bonne histoire, il faut un élément perturbateur. Et cet élément perturbateur, c'est ce connard. Oui, je vous le dis, connard. Vous allez comprendre. Bonjour, Aimé. Va te faire enculer, PD. Ça marche. Vous savez, avec ce drapeau sur votre veste, vous allez vous attirer des ennuis dans le coin. Vous allez au nord ou au sud? Non. Alors montez. Voilà, donc c'est littéralement la première scène entre les deux et Rambo a déjà envie de le démarrer. On avance un peu et Rambo va résumer le pitch du film en une seule phrase. Quoi, vous m'emmerdez? Le flic explique que voilà, il veut pas de vagabond dans sa ville, car ça fait pas très sérieux, et donc il le met dans la direction de Portland, voilà, histoire de plus trop le revoir quoi. Allez chez le coiffeur et prenez un bain. Et personne ne vous emmerdera plus.
On peut déjà attribuer à Rambo que pour un mec fragile psychologiquement, il a quand même une bonne patience pour ne pas déjà avoir tué ce flic de merde. Mais comme Rambo s'en bat les couilles de ce que le policier lui raconte depuis le début, il décide de revenir sur ses pas, ce qui va énerver le flic qui va donc l'amener au poste. On rencontre les collègues de Teasle qui sont tout autant des connards que lui. Montant qu'est une merde et sûrement un critère d'admission dans leur commissariat à la con. Encore ramasser un bel échantillon de l'humanité. Il dit qu'il s'en sert pour la chasse. La chasse. Qu'est-ce que tu chasses? Les éléphants? Vous allez le nettoyer et lui rendre un visage humain. Il pue comme un fauve. J'ai l'impression que le vieux Leroy va mettre 10 ans à peindre ce couloir. Allez vous faire foutre, les gars. On découvre ensuite un élément important concernant le personnage de Rambo. Les troubles de stress post-traumatique. En psychologie, c'est défini par Wikipédia comme étant un type de trouble anxieux sévère qui se manifeste à la suite d'une expérience vécue comme traumatisante avec une confrontation à des idées de mort. Dans le cas présent, Rambo y est confronté via des éléments extérieurs qui lui rappellent son traumatisme, comme les barreaux, ou encore des lames de rasoir. Je veux pas que tu te tranches la gorge. Il faudra en parler au shérif, Galt, et regardez ça. Toi, tu fais ce que je te dis. Tu meurs à la fin du film, fils de pute. Après avoir été traité comme un chien par les policiers, Rambo pète un câble et décide de se casser en pétant la gueule à tous les flics présents. Même ce gars-là, qu'on n'avait jamais vu avant, et qu'on ne verra plus après, mais bon, au moins, il a un petit rôle dans un film culte, quoi. Bon, c'est sûr que les cascades ont un peu vieilli, par contre. Genre lui, qui se laisse complètement frapper par Stallone, et qui... Oh mon dieu. L'objectif, c'est de vous mettre tout de suite un coup au foie. Le petit. Rambo s'enfuit avec une moto qu'il a volée tout en étant poursuivi par les flics, mais arrive à les semer. Il passe donc en mode survie tandis que Teasle va tout faire pour le retrouver. Homme, chien et même un hélico avec le connard de tout à l'heure avec un fusil. D'ailleurs, les policiers ont comme ordre très précis de ramener Rambo vivant. Donc pourquoi on l'a laissé prendre un fusil s'il est en hélicoptère? Rambo réussit à lui échapper en faisant un saut de la foi comme dans Spider-Man là. Le mec est quand même un peu con hein. Plutôt que de se faire chier à stabiliser un hélico, il a juste à se poser et à tirer sur Rambo de la terre ferme. Après tout, il vient de faire une chute de plusieurs mètres. Tu te doutes bien qu'il n'est pas encore de nouveau très affûté. Ah bah tiens, il est même pas mort à la fin du film Trou de balle. Et en plus, honnêtement, je crois que c'est l'une des morts les plus stupides que j'ai vues dans un film, quoi. Alors que les policiers continuent leur traque, Rambo va tous les battre, pour ne pas dire presque tous tuer, et mettre un énorme coup de pression à Teasle. Nom de Dieu. Je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. Me fais pas chier. Mais en bon idiot, Teasle ne va pas simplement reconnaître son infériorité face à ce giga Tchad rempli de testostérone et retourner faire des burpees. On dirait que tu vas tomber dans les pommes, Will. Tu devrais rentrer chez toi. C'est mon problème maintenant. Ton problème. Écoute, Dave, tu n'as pas intérêt à venir me faire chier avec tes histoires de juridiction, t'as compris? Ok, bah va crever alors, pauvre merde. On voit ensuite l'arrivée du colonel Trotman, personnage très important pour la suite. En effet, ce dernier est l'ancien commandant de Rambo au Vietnam. Mais il se fait tout d'abord mal accueillir par Teasle. Colonel, vous êtes venu ici pour savoir pourquoi une de vos machines a piqué sa petite crise. C'est moi où les gens très compétents sont très mal considérés dans ce film. L'armée a estimé que je pouvais vous aider. Bon, alors là, je vois pas comment. Ben, parce que c'est une personne qui connaît personnellement Rambo. Imbécile. Première bonne idée de la police, ils vont laisser le colonel Trotman parler à Rambo, ce qui va ensuite permettre à la police de le géolocaliser, grâce à la technologie de l'époque. J'ai l'impression que je passe ma vie à te sortir des ennuis. J'aurais pas fait d'ennui à personne s'il n'y avait pas eu ce connard de flic. Ce que je voulais, c'était manger quelque chose. Ce passage me fait toujours un petit pincement au cœur à chaque fois que je le vois. Rambo se fait finalement repérer et va se cacher dans une ancienne mine. Vient ensuite une scène surprenamment drôle, alors que le film jusqu'à présent ne s'y prétendait pas beaucoup. Allez, tirez, relevez-vous. Alors bravo les mecs. Bon alors Steve. Ouais. Je veux que toi et Bruce vous alliez près de ces arbres juste en face de la mine. Dites-le, Clinton, pas question que j'aille là-haut, moi. Pas question. Raymond. Quoi? Je veux que tu entres dans cette mine. Oh non, pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire, pas moi? Écoute, je fais ce boulot à 8 ans, je suis pas venu pour me faire tuer. Face à cette perte totale de courage, la garde nationale utilise une technique simple, mais néanmoins efficace, le Rocket Launcher. T'es mort, t'es mort, t'es mort!
Mais Rambo n'est pas mort, bien que Diesel semble très convaincu du contraire. Mais comment voulait-il qu'on laisse ce maniaque du couteau s'en tirer en sauvant notre cul? Eh ben on a sauvé notre cul, colonel. On n'a pas laissé cette brute s'en tirer. Votre poulain s'est fait enculer. Pendant ce temps, Rambo essaye de sortir tant bien que mal de cette mine de merde, mais n'est pas aidé par les nombreux rats qui viennent l'emmerder. Que j'en entende encore un dire que le rat c'est une putain de traîne, que c'est qu'un effet de mode. Il se fait encore poursuivre par les flics, mais avec un camion cette fois-ci, qu'il arrive à semer, puis il fait sauter le camion car ça attire l'attention. Je suppose, mais il faut avouer que c'est assez risqué. Bref, avec tout ce bordel, Diesel confine, sans vouloir réveiller de troubles post-traumatiques chez nous aussi, la population et part à la poursuite de Rambo pour en finir une bonne fois pour toutes avec toute cette histoire. Trotman essaye une dernière fois de convaincre Diesel de le laisser intervenir, mais ce dernier refuse car... Nom de Dieu, mais en quoi sont faits les types comme vous? Bon, je pense qu'on aura compris que Diesel est légèrement borné. Vous allez mourir, Diesel. Tout le monde meurt un jour. En fait, c'est carrément le mec le plus têtu que je n'ai jamais rencontré. Rambo rentre dans le commissariat alors que Diesel l'attend planqué sur le toit. Mais Rambo finit par avoir Diesel en... Et on arrive sans doute à la meilleure scène du film, la discussion entre Rambo et Trotman. Rambo, ne fais pas ça. Une scène chargée en émotions, pas de problème, mais... Je sais que je n'ai rien dit sur la VF jusqu'à présent, et de ce fait, je trouve de très bonne qualité. Notamment celle de l'excellent Alain Dorval, qui a une voix juste parfaite pour interpréter Stallone. Tellement que, quand on parle de Stallone, maintenant, nous autres francophones pensons d'abord à la voix d'Alain Dorval. Mais quand Stallone essaye de transmettre des émotions comme les sanglots... Avec cette Chevrolet 58 décapotable, il en parlait tout le temps. Il disait qu'on roulerait jusqu'à s'en faire crever les pneus. Non mais sérieux, on dirait un quarantenaire alcoolique fumeur en dépression atteint d'un cancer de la prostate là. En VO cette scène est magnifique, mais en VF honnêtement ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose. Et la boîte est piégée. Il ouvre la boîte, son corps explose en morceaux dans toute la pièce. Il est étendu, il hurle à la mort, j'ai des bouts de chair partout sur moi. Comme ça, j'ai dû enlever les morceaux, vous savez. Ouais, c'était couvert de mon ami. Du sang. Mais bref, tout ça c'est du chipotage. La suite est que Rambo accepte de se rendre à la police après tous les dégâts qu'il a causés et le film se termine sur ce plan qui est trop classe. Bon, par quoi commencer? Pour moi, ce film est une véritable merveille. Car comme je l'ai dit au début, je m'attendais à un film d'action à 100% comme il y en a eu légion dans les années 80. Mais en réalité, ce film est plus un drame psychologique qu'un film d'action. Ça se remarque par le fait que le plus important est mis en avant dans le film, ce sont pas les scènes d'action, mais bien les passages humains, comme la discussion entre Trotman et Diesel dans le bar, ou bien celle entre Rambo et le colonel à la fin du film. Ce qui cause toute l'action du film n'est pas un conflit armé ou je ne sais quel quiproquo à la con, c'est la maltraitance d'un groupe de personnes envers un individu. D'ailleurs, un autre point intéressant dans ce film, c'est qu'il n'y a en réalité que 3 personnages importants dans cette histoire. John Rambo, évidemment, le colonel Samuel Trotman et le commissaire Will Diesel. Bon, il y a bien les connards qui ont maltraité Rambo au début du film, mais ils sont plus ou moins rattachés à Diesel. Mais ces 3 personnages représentent tous un phénomène conséquent de la guerre du Vietnam. Rambo, c'est évidemment la difficulté qu'ont eu les soldats revenant vivants de la guerre à se réintégrer dans la société. Diesel représente quant à lui le rejet qu'a eu une partie de l'Amérique envers ses soldats. Et Trotman, lui, c'est simplement les États-Unis. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. C'est lui qui a créé Rambo, c'est donc à cause de lui qu'il vit tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Et désormais, alors que la guerre est finie, il ne peut qu'observer ce qu'il a créé et les répercussions que cela implique. C'est d'ailleurs encore plus frappant quand on sait que Diesel ne peut pas blairer Trotman. Voilà les gars, je suis obligé de mettre pause, wesh. Non, vous n'avez pas rêvé. Je viens vraiment de confondre le colonel Trotman avec Strootman. Strootman qui est l'ancien joueur de merde de l'Olympique de Marseille, là. Honnêtement, je devrais la retourner, vous voyez, pour faire un peu plus professionnel, mais j'ai tellement rigolé quand j'ai réécouté ça en faisant le montage que je me suis dit, allez, je vais juste enregistrer ce petit message pour vous dire que je me suis trompé. Oh, je suis une merde, putain. Car avant d'en vouloir aux combattants, les Américains ont voulu à leur gouvernement d'être entrés en guerre. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi.
J'aime bien aussi le petit détail à la fin du film. Quand Rambo retourne en ville pour tout faire péter, vous avez remarqué qu'il s'en prend à un magasin de jouets, de sport et de fusils. Bref, que des éléments qui représentent la vie moderne américaine, montrant que Rambo ne s'en prend pas qu'à des connards comme ça au hasard sans raison. Il s'en prend à la nouvelle Amérique, car celle qu'il a quittée et défendue n'est plus et qu'il ne se retrouve pas dans la nouvelle. J'aime bien aussi la réalisation de Kotcheff, surtout pour l'effort mis en place pour la déshumanisation du personnage principal, dans Sense8 par exemple. La première fois que je l'ai vu, bon, je l'ai trouvé ridicule. Mais après réflexion, j'ai compris que tout avait un sens. Cette scène a lieu après que Rambo ait pété un câble dans le commissariat. Vous savez, quand... Oh putain, je m'en remettrai jamais, je pense. Mais bref, à ce moment-là, Rambo a complètement vrillé. Son traumatisme a pris le dessus sur sa raison. Et là, le réalisateur Ted Kotcheff fait le choix très malin de filmer Rambo comme dans un film de monstre. Car on est d'accord que là, Rambo n'agit pas du tout en civil. Et on remarque que dans cette scène, il est dans tous les plans. Même quand il quitte l'un d'entre eux, il est directement dans le suivant. La chose anormale, c'est lui. La chose qu'il faut filmer, c'est lui. Ça montre aussi qu'à ce moment-là, Rambo n'est quasiment plus un humain. Il y a plein d'autres détails comme ça dans la réalisation de Kotcheff. J'aurais pu parler de la scène des rats également qui m'avait pas mal dérangé la première fois que je l'ai vu. Mais restons sur cette idée de déshumanisation car le film est adapté d'un roman qui est bien prononcé sur ce point, plus que le film. Je veux dire que dans le roman, il s'enfuit nu du commissariat, il bute un par un tous les policiers, voilà, il les blesse pas, il les tue, et il a des cheveux très longs et une très grosse barbe. Oui, barbe, espèce d'obsédé. Le film, lui, est un peu plus subtil sur ce point, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le film utilise plus le comportement pour montrer ça que les actions, et parce que, malgré tout, c'est censé rester un film interdit seulement aux moins de 12 ans. Sinon, Al Pacino aurait sûrement accepté le rôle. Parlons désormais de musique, car comme je l'ai dit plus tôt, le thème principal du film est excellent. Mais il n'y a pas que lui, toutes les compositions du film sont excellentes, très efficaces en fonction de la situation. Un élément très intéressant du film se trouve également dans l'écriture du personnage de Rambo. Au début du film, on voit Rambo, seul, marchant vers une petite maison perdue où il apprend que l'un de ses amis est mort. En d'autres termes, il doit quitter la civilisation pour trouver quelque chose qui lui parle. Mais même ça n'existe plus. Et à la fin du film, on découvre quelque chose d'important. J'étais perdu, il m'a crié. Je vais rentrer chez moi, conduire ma Chevrolet 58. Je vais pas sentir ça dans ma tête. Ça fait pourtant 7 ans. Chaque jour, j'y pense. C'est une victime. Il est parti se battre, il a tué, il s'est fait torturer, il a vu ses amis mourir, il a vu le pire de l'humanité, quasiment un voyage en enfer. Et lorsqu'il rentre chez lui, il est traité comme un paria, comme un monstre. Il est obligé de se battre contre les habitants des États-Unis, alors que c'est pour eux qu'il est allé risquer sa vie. Comme si la seule chose qu'il est capable de faire dans sa vie, c'est survivre au fin fond d'une forêt ou dans une mine abandonnée. Rambo n'est plus humain après ça, car il a perdu foi en ce qu'il défendait. Pour lui, plus rien n'a de sens face aux actions inhumaines auxquelles il a assisté et qu'on continue de lui faire subir alors qu'il pensait tout terminer. Et je suis revenu dans le monde, et j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des reproches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Au final, tout ce carnage causé par Rambo et la police aurait largement pu être évité si ce connard de flic avait été un peu plus humain avec lui. C'est une belle leçon à tirer. C'est lorsque l'humanité en chacun de nous disparaît et laisse sa place à la violence et la haine que le pire d'entre nous peut ressortir. En d'autres termes, Rambo ne dénonce pas simplement la guerre, mais le manque d'humanité qui ne peut qu'engendrer le pire de l'être humain. Eux ont versé le premier sang, pas moi. Wow, après tout ça, je pense qu'on peut clairement dire que Rambo n'est pas qu'un simple film d'action, pas vrai? Il y a plein d'autres trucs que j'ai pas dit, hein. On aurait pu continuer comme ça encore longtemps. Il y a vraiment toute une portée philosophique qui est vraiment très intéressante et qui mériterait d'être, j'avoue, plus poussée, mais ça fait un peu long, je trouve, pour l'instant. N'empêche, avec 3 suites quand même, je me demande vraiment comment les films suivants ont continué ce commentaire psychologique si profond et développé qui amène une vraie réflexion quasi philosophique, comme je l'ai dit, sur le sujet de la guerre, de la déshumanisation, etc. N'est-ce pas? Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais vraiment revenir avec une vidéo élaborée pour compenser le retard avec la dernière vidéo. Bon, pour l'anecdote, c'était mon PC qui était complètement en fin de vie.
et qui m'emmerdait avec le fichier du film que j'avais eu de manière complètement légale, hein, bien sûr. Mais du coup, ouais, je pouvais pas faire grand chose. Mais bon, on est de retour, on va essayer de faire des vidéos régulièrement, c'est un vrai objectif que j'ai pour cette saison. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, en plus ça soutient de ouf. Et de mettre un petit pouce bleu pour la force, ouais, vous connaissez. Et moi je vous dis à la prochaine.